pouvoir recevoir tout le monde dans le cadre de l'une de ces 7 rencontres entreprises filières, qui est donc aujourd'hui consacrée à la métallerie, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Puisque demain, il y a la menuiserie. C'est bien ça. Moi, je suis tout récent président de l'Union des métalliers de Seine-et-Marne. Et j'ai dû me tromper de jour parce que je suis fabricant et poseur de menuiserie métallique et pas du tout de serrurerie. Voilà, donc moi je suis à titre personnel particulièrement intéressé en tant qu'entrepreneur à échanger avec les enseignants. Nous râlons les uns et les autres à longueur d'année en disant les jeunes qu'on reçoit, soit en embauche, soit en apprentissage, ça va pas, c'est pas ce qu'on veut, etc. Il y a 2 façons de réagir par rapport à ça, continuer à râler ou essayer d'agir. Je remercie particulièrement la Fédé de nous permettre d'avoir une occasion d'agir. Voilà. Et puis, un petit souvenir personnel, je suis moi-même enfant d'enseignant. Mes parents enseignaient tous les deux dans un UT de génie mécanique. Et j'ai toujours vu à la maison des étudiants qui venaient, qui échangeaient, et y compris jusqu'après dans leur vie professionnelle. Et donc pour moi, c'est un trait d'union indispensable, enseignants et entreprises. On doit se parler et on doit, à une époque où on a de plus en plus de mal à motiver les jeunes à venir dans nos filières et à leur expliquer ce qu'est le monde du bâtiment, qui est pourtant un monde très riche avec des carrières formidables à la clé. C'est indispensable qu'on puisse échanger entre nous et interagir pour les convaincre de ne pas aller tous passer des bacs de philo et se grossir la liste des impétrants à MPE, venir plutôt dans les filières où il y a du travail et on a besoin de bras. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Lefebvre, qui est délégué régional académique de l'Académie de Créteil. Et moi j'ai un emploi du temps un petit peu chargé, je devrais donc être particulièrement ponctuel à 11h30, je crois que la séance est finie. Ce sera fini. Et c'est donc la parole, je reste attentif à poursuivre des débats auxquels je compte bien participer. Olivier. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à la fédération, donc FFB Île-de-France-Est, de nous accueillir. Donc Olivier Lefebvre, adjoint au délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue de l'Académie de Créteil. Et donc nous nous retrouvons dans un temps d'échange qui a existé par le passé, hein, effectivement, et que nous apprécions tout particulièrement. Il nous a donné plein d'idées de coopération. On peut presque dire d'ailleurs que le campus transition écologique et transition numérique dans la construction est né de ces échanges. Hein. Donc un grand merci au campus de relancer ces rencontres dont nous sommes fiers. Ce campus n'est pas une simple signature hein, entre différentes parties qui poseraient des ambitions et qui se délitent dans le temps, mais bien au contraire, nous sommes tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait que s'amplifier, que se structurer, qui nous amène d'ailleurs hein, à nous bousculer un petit peu dans nos propres organisations pour trouver davantage de souplesse, davantage d'agilité, pour trouver les clés ensemble hein, sur des solutions concrètes, pragmatiques, qui rendent service à tous, les organismes de formation, EPLE ou CFA, mais aussi, et c'est bien l'ambition, aux entreprises, aux branches, rectorats, conseil régional, Île-de-France et puis tous nos partenaires. Nous avons chacun nos propres enjeux, difficultés parfois, hein, nos propres politiques à mener. Le campus nous a permis de se fixer des objectifs clairs, ambitieux, ensemble, renforcer les liens qui nous animent dans le continuum orientation, formation, emploi, travailler l'attractivité, développer les projets communs, développer des partenariats de territoire, de proximité, enrichir nos réflexions quant aux propositions d'évolution de la carte de formation, enrichir, actualiser nos pratiques en classe. Autant de sujets qui justifient l'importance, et vous l'avez rappelé, monsieur, hein, de se parler des métiers, de leurs enjeux, de leurs actualités, de leurs perspectives, bien sûr. Donc c'est bien la nature de ces échanges aussi. Je vais me taire rapidement pour laisser libre cours à cette rencontre et remercie vivement encore une fois donc la FFB Île-de-France-Est de permettre ces temps-là, et particulièrement Séverine bien sûr pour tout l'engagement et le travail qui a été fait en ce sens. Merci beaucoup à tous.
Merci à toi Olivier, et surtout effectivement je rappelais que ces rencontres ne seraient pas possibles non plus sans ce partenariat avec l'Académie en particulier. Je vais donc passer la parole à nos deux intervenants de l'Union nationale de la métallerie, donc Hervé Lamy et Aurélie Laversane. Donc je vais vous laisser je vais vous laisser la place pour projeter votre présentation et voir un peu comment vous organisez votre co-intervention. J'arrive dans 2 petites secondes. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente d'abord, Hervé Lamy, je suis délégué général de l'Union des métalliers. Aurélie est là avec nous, mais plus en tant qu'observatrice, je vais me charger de l'intégralité de la présentation. Aurélie est arrivée il y a seulement quelques mois et donc elle ne maîtrise pas autant que ça le champ de la métallerie. Donc je représente l'Union des métalliers au niveau national. Environ 3400 entreprises adhérentes sur l'ensemble du territoire. Et je vous ai fait une présentation en plusieurs parties. Donc la métallerie au niveau national et on va dire une image à l'instant T de la métallerie globalement. Quelques éléments d'information à court terme sur l'évolution des métiers, l'évolution de la métallerie et l'évolution des besoins. Et j'ai intégré aussi quelques éléments, d'ailleurs sur les conseils de Séverine, quelques éléments plutôt à moyen long terme sur une étude prospective que l'on a menée sur le métier. Je vais passer, je pense, sur certaines slides assez rapidement. Je ne sais pas si la présentation est ensuite diffusée à l'ensemble des participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pense que ce sera beaucoup plus dynamique plutôt que de faire une séance plénière. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, la métallerie en France, aujourd'hui, les données que je vais vous présenter sont issues d'une étude que nous menons tous les 4 ans, depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc qui a vraiment pour objectif de donner l'image de la métallerie en France. Et l'intérêt est justement la continuité de cette étude sur les 20 dernières années qui permet d'avoir une évolution avec une méthodologie constante. Les chiffres clés du secteur. 18 666 entreprises selon les données INSEE. Je vais y revenir. Ce chiffre, à mon avis, est à prendre avec quelques pincettes. 20 000 établissements, voilà, une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Un chiffre d'affaires global de 8,3 milliards d'euros en progression, on va le voir, ces dernières années, et 65 000 personnes employées, en évolution également. Sur le nombre d'entreprises. Donc vous voyez que sur ces 20 dernières années, on constate une montée importante du nombre d'entreprises, mais là où je vous disais qu'il faut le prendre avec des pincettes, c'est que vous constatez qu'il y a une forte progression globale du nombre d'entreprises, mais des entreprises qui hors 0 salarié sont plutôt, on va dire, en stagnation, voire en légère baisse. Donc, en fait, cette augmentation est essentiellement liée au facteur des micro-entreprises qui se sont créées depuis 2007. Donc, en fait, un nombre important, mais à prendre avec beaucoup de pincettes, d'autant plus que les données de l'INSEE ne sont pas systématiquement mises à jour. Et donc, en fait, l'INSEE compte très bien les nouvelles créations de micro-entreprises, mais a une fâcheuse tendance à ne pas supprimer celles qui disparaissent. Donc, à prendre avec des pincettes, je pense que globalement, c'est plutôt les courbes vertes qu'il faut prendre. On est plutôt sur une stagnation, voire une légère baisse des entreprises. En tout cas, c'est ce que nous, on constate plutôt globalement. Par contre, en termes de chiffre d'affaires, vous voyez que, mis à part la baisse constatée entre 2011 et 2015 directement liée à la crise de 2008, on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation, qui a doublé quasiment sur les 20 dernières années, et donc qui dénote une forte activité dans le domaine. Je vous ai mis, et je vais en passer rapidement sur certaines slides, parce que des fois c'est un petit peu détaillé, donc la répartition du chiffre d'affaires
selon la taille des entreprises. Grosso modo, entre les moins de 5, les 6 à 19 et les plus 20, vous voyez qu'on est plutôt équirépartis en termes de production de chiffre d'affaires. Évidemment, derrière, le nombre de salariés et le nombre d'entreprises est pas le même. Mais vous voyez qu'on a quand même une répartition assez bonne. On s'arrête à 20 salariés dans cette slide. Évidemment, les entreprises de métallerie, quand on a une entreprise de 20, 30, 40 salariés, c'est déjà des belles boutiques. Les entreprises de plus de 100 personnes en métallerie sont quand même très très rares. Hein. C'est quand même des structures relativement petites en règle générale. Vous parliez tout à l'heure de la menuiserie. Alors, on fait de la menuiserie aussi en métallerie, donc je milite pour préciser le matériau quand on parle de menuiserie, puisque instinctivement on parle du bois, mais les métalliers sont aussi des menuisiers, et ce schéma le montre. En fait, la métallerie couvre, vous le savez, un panel très large d'activités. C'est une de nos spécificités. C'est à la fois une contrainte, mais une force également, puisque les métalliers interviennent bien souvent sur des ouvrages, des typologies d'ouvrages que d'autres corps d'État ne savent pas faire. Et donc, c'est un métier très technique. On va y revenir aussi ultérieurement. Voilà, pour revenir sur la partie activité, vous voyez donc, on a réparti on a à peu près 30%, donc un tiers sur la métallerie classique. Voilà, ça va être du garde-corps, de l'escalier, de la rampe d'accès, de la main courante, etc., etc. Arrive ensuite, tout de suite derrière, la menuiserie métallique aluminium. Donc, beaucoup de métallerie, on va le voir plus tard aussi, ont dans l'atelier des secteurs d'activité dissociés, et la menuiserie aluminium en fait partie, donc pour 21%. Et j'insiste, c'est de la fabrication et pose, parfois que de la fabrication d'ailleurs, hein, c'est pas uniquement de fourniture et pose. Donc pour 21%. Ensuite, une partie construction métallique. On a à peu près dans nos 3400 adhérents, plus de 400 entreprises qui ont une activité de construction métallique, bien souvent sur donc ce ne sont pas des géants de la construction métallique, ce sont des structures plus petites et qui vont faire voilà, du local agricole, de la petite structure, des hauvents, etc., etc. Donc pour 17% du chiffre d'affaires global. Bon, je passerai sur les autres là, qui représentent 10%. Ensuite, nous avons la menuiserie métallique acier, donc qui représente 8,5% du chiffre d'affaires global. La serrurerie de ville. Derrière serrurerie de ville, on met tout ce qui est entretien, maintenance des locaux, que ce soit des particuliers, pour les syndics, pour les entreprises. Ça peut être du contrôle d'accès, ça va être de la menuiserie, du blindage de portes, de l'ouverture de portes, etc. Et ensuite, tout un panel d'autres activités, la ferronnerie qui représente 3,5%, l'agencement décoration, les automatismes, la métallerie feu, donc porte coupe-feu, cloison coupe-feu, et dans autres, vous avez voilà, du contrôle d'accès. J'ai plus les éléments exacts, mais ça montre que le panel est très très large. Je vous parlais des différentes activités. Donc là, ce que représente ce graphique, c'est les différentes activités réalisées par les métalleries en France. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est ce qui est en rose ici, c'est que en moyenne, une entreprise de métallerie exerce un peu plus de 3 activités. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir dans l'atelier une partie métallerie, à côté une partie d'assemblage, de fabrication de menuiserie aluminium. Bien souvent, on a de la fabrication aussi de menuiserie acier, et voilà, et on peut cumuler les deux avec de la construction métallique, etc. Donc, c'est un des vecteurs importants à prendre en compte, notamment dans la formation, puisqu'on est amené à avoir une approche assez large en termes d'activité. Les différents marchés, bon, je vais passer rapidement. Hein, voilà, il y a du logement, du bâtiment industriel, bâtiment. Alors, c'est quand même intéressant de noter dans ce graphique-là la partie non résidentielle entre bâtiments industriels, administratifs, bureaux, commerces, etc.
est presque est relativement importante. On est presque majoritaire par rapport à la partie logement. Donc les logements, même s'il y a une activité importante dans les logements, par rapport à d'autres métiers, ne va pas forcément être les marchés les plus importants. Alors les moyens de production, maintenant, j'ai traité deux parties. D'abord la partie moyens humains et ensuite la partie moyens techniques. Quelques informations générales. Donc au niveau de la répartition, donc des 65 000 personnes employées, donc 41% des effectifs se retrouvent dans des entreprises de 5 salariés et moins, 31% dans des entreprises de 6 à 19 salariés et 28% dans les entreprises de 20 salariés et plus. Donc vous voyez, même si on a une équirépartition des entreprises par taille, on a quand même une majorité des effectifs dans les plus petits. Intéressant, c'est la répartition au niveau des tâches effectuées. 31% des effectifs ont une activité mixte entre atelier et chantier. 20% sont uniquement chantier, 17% sont uniquement atelier et 19% dans l'encadrement, la gestion commerciale. Chargé d'affaires représente 3% et le bureau d'études 8%. 2% conducteurs de travaux. Vous allez voir que la partie bureau d'études est une partie importante et en développement. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Un élément intéressant, je passe rapidement, mais depuis 2016, on a fait un retour sur plusieurs années. Donc, plus d'un tiers des entreprises de métallerie a recruté un ou plusieurs apprentis. Donc, c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Monsieur Lamy, vous savez si du coup cette tendance, elle se retrouve aussi en Île-de-France? Alors pas forcément là pour projeter des éléments Île-de-France parce que c'est pas prévu, mais est-ce que dans vos infos, vos retours d'entreprise ou les chiffres que vous pourriez avoir par ailleurs, ça se retrouve au niveau de l'Île-de-France ces tendances? Je suis très honnêtement incapable on n'a pas fait d'études spécifiques régionales, donc je suis vraiment incapable de vous donner un chiffre. Je voudrais pas vous induire en erreur, donc là, voilà, plus d'un tiers. J'aurais instinctivement, je dirais peut-être qu'on est un peu en deçà au niveau Île-de-France, mais je peux me tromper. Donc franchement, je préfère pas vous dire ça. C'est plus un ressenti, voilà, au doigt mouillé, je dirais. Mais voilà, mais j'ai pas de chiffres pour l'étayer, donc à prendre avec vraiment des pincettes. D'accord, merci. Pardon. L'évolution des effectifs. Bon, je pense que vous savez tous qu'on est dans un des métiers tendus et dans lequel, enfin, tous les métiers sont tendus actuellement, mais en métallerie, je pense qu'on l'est particulièrement et depuis très longtemps. Donc, la dernière étude, donc les chiffres que je vous montre sont basés sur des chiffres 2020. Enfin, c'est une étude qu'on a menée en 2020, donc les chiffres d'affaires sont sur 2019, mais sur l'évolution, le ressenti, les études qualitatives sont des chiffres 2020. Donc, trois chefs d'entreprise sur 4 pensent maintenir leurs effectifs dans les 12 prochains mois et plus d'un cinquième envisage de les augmenter. J'ai comparé par rapport aux chiffres 2016. Vous voyez qu'on avait un solde positif de 19% au niveau de l'évolution positive des effectifs en 2020 contre 10% en 2016. Donc, en fait, on est dans une croissance. On a toujours été dans des demandes, on va dire, d'une augmentation des effectifs. Là, ça s'accélère. Et je pense que on n'invente rien. Vous le voyez sur le terrain. Les besoins de recrutement sont très importants. Alors, bon, un petit schéma sur les anticipations de départ à la retraite. Bon, ça permet d'avoir une idée du renouvellement, mais je pense que si on y ajoute à ça l'évolution des marchés, les chiffres sont encore plus à la hausse. Donc, on a toujours des départs à la retraite importants, plus d'un quart des entreprises voilà, font part d'un taux de départ important à la retraite qui arrive à 6% en global dans les effectifs de la profession. En 2016, on était déjà sur 6%.
Bon, ça, je ne sais pas si je pense qu'on doit le retrouver dans à peu près tous les métiers. Au niveau des difficultés de recrutement, bon, là, je pense aussi rien d'extraordinaire. Ça correspond au ressenti que l'on a sur le terrain. Donc, près de 60% des entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Encore une fois, ça, c'était en 2020. Donc, une proportion en nette hausse par rapport à 2016, puisqu'on passe donc à 57% en 2020 par rapport à 41% en 2016. On a les détails là sur les tailles d'entreprise. Bon, il semblerait que les entreprises de 5 salariés et moins aient moins de difficultés. C'est peut-être aussi parce que les entreprises de plus petite taille compensent plus par une activité différenciée du chef d'entreprise qui va mettre la main à la pâte, alors que sur les entreprises de plus importantes, on va faire plus d'efforts pour recruter. Donc on voit que les difficultés de recrutement, on atteint quand même des 81% ou 79% pour les entreprises les plus structurées. Donc c'est quand même un schéma généralisé et cette problématique est vraiment prégnante. En fonction des postes, les difficultés de recrutement en fonction des postes, là aussi, sans surprise, c'est les postes de production, ateliers et chantiers qui sont les plus difficiles à pourvoir, avec des taux importants à 59% et 72%. Bon, malgré tout, on peut quand même se réjouir si on veut trouver du positif quand même. Par exemple, sur l'atelier, on voit que les taux étaient largement supérieurs il y a 20 ans, hein, puisque là, vous avez les années précédentes ici, on fait cette étude tous les 4 ans. Donc, il y a 20 ans, on avait du 80% de difficultés à recruter dans l'atelier. Cette tendance est plutôt à la baisse dans les difficultés de recrutement en atelier. À la hausse, on a eu un pic que je ne m'explique pas lors de l'étude de 2016. On reste sur des taux importants. Les taux sont plus faibles sur la partie encadrement. Mais malgré tout, lorsqu'on échange avec les dirigeants d'entreprise, c'est aussi sur ces postes-là, qui sont des postes clés, hein, notamment les chargés d'affaires ou conducteurs de travaux, où on a des tensions importantes et où on a beaucoup de turnover du fait des difficultés de ces métiers. Bon, je vous ai mis les formations souhaitées dans l'année à venir. Ce que je voulais mettre en exergue ici, c'est ce point-là. C'est le point informatique et notamment tout ce qui est bureau d'études, CAO, DAO, BIM. On va le voir, ça c'est une évolution forte dans les entreprises de métallerie. La partie bureau d'études, et c'est assez spécifique aux entreprises de métallerie dans le bâtiment. Les entreprises de métallerie ont conservé une capacité de bureau d'études. Et là, il y a des fortes évolutions. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a aussi des formations continues sur cette partie-là. Il y a une forte demande en dessinateur sur la métallerie. Bon, après, les CACES, je les mets à part puisque c'est des formations obligatoires. Mais ça, c'était le point que je voulais souligner sur ce graphique-là. Bon, pour information, donc les entreprises disposant d'un atelier, là aussi on voit que sur les entreprises les plus petites, on a plutôt une tendance à la baisse, qui montre qu'on a une tendance sur ces entreprises-là à plus faire de fourniture et pose, et à donc d'externaliser la partie fabrication. Et c'est plutôt sur les structures de 20 salariés et plus, où là on a 100% d'ateliers, où toute la partie fabrication et pose se concentre. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le bureau d'études. Sans surprise, les entreprises les plus importantes de 20 salariés et plus ont depuis longtemps un bureau d'études. Les techniques ont largement évolué, hein, on est passé depuis bien longtemps à l'informatique, même s'il reste une planche à dessin de temps en temps pour griffonner quelques plans. Mais là, on est passé, on aura quelques slides derrière sur l'informatique, sur la CAO en 2D et maintenant en 3D et maintenant en BIM. Donc, on évolue très très vite sur les entreprises les plus structurées. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que même sur les entreprises les plus petites, on a une évolution d'intégration de bureaux d'études. Donc, ça veut dire qu'on intègre même pour
des entreprises petites la capacité à étudier des projets spécifiques et à produire des ouvrages spécifiques. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Les moyens techniques, maintenant. Bon, je vais passer rapidement. Vous aurez la présentation, donc vous pourrez regarder dans le détail. Ça vous donne un peu l'équipement type d'un atelier de métallerie. C'est sans prétention, hein, puisqu'on a, même si c'est basé sur plus de 600 réponses, difficile d'en tirer des conclusions définitives. Mais bon, voilà, sans surprise, voilà, la soudure rentre en premier, des moyens ensuite de manutention, voilà, cintreuse, découpe plasma, etc., etc. Il y a des choses qui sont assez intéressantes à noter. Je vais passer rapidement là-dessus. Bon, les projections d'investissement en matériel, je passe aussi rapidement. Le taux d'équipement en bureau d'études, voilà, j'en ai déjà parlé. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir qu'on a une évolution vers la 3D. On a quand même 26% des entreprises qui font que de la 3D en conception. Et on voit que le BIM reste quelque chose qui est limité pour l'instant aux plus grandes entreprises, même si les plus petites en pratique également. Mais c'est quelque chose qui va progresser. Alors, les évolutions qu'on peut attendre à court terme sur le métier, là aussi, c'est tiré de notre étude qu'on a faite donc en 2020 et publiée en début 21. Donc, en fait, on a questionné les dirigeants d'entreprise sur quelles étaient leurs perspectives à court terme d'évolution des métiers et vers quoi leurs métiers s'orienteraient dans les 3 prochaines années. Donc, on est vraiment sur une évolution à court terme. Donc les soldes d'opinion sur la partie métier et l'évolution des métiers, c'est une progression de la partie automatisme. Ça, on va en reparler après. Je pense que c'est une évolution forte et je pense d'ailleurs qu'il faut absolument que dans les référentiels de formation, cette partie soit intégrée. La partie automatisation, alors qu'on appelle maison connectée ou autre, il y a vraiment des opportunités et il y a vraiment une forte demande sur ces aspects-là qui va progresser et donc le solde d'opinion arrive rapidement, enfin logiquement. Majoritairement sur ce plan-là des automatismes. C'est pas uniquement les maisons connectées, hein, c'est aussi les portails, les portes de garage motorisés, les volets motorisés, etc. On n'est pas forcément uniquement dans la partie automatisation, mais on voit maintenant de la serrure connectée, on voit aussi du contrôle d'accès de plus en plus poussé, on voit de la reconnaissance, voilà, faciale ou digitale, etc. Donc, il y a une évolution des métiers vers plus de technologie et ça, c'est ressenti. On parlait de la serrurerie de ville comme activité, c'est vraiment très très fort dans ce champ-là. Donc, logiquement, c'est quelque chose, ouais, un axe d'évolution des marchés très important ressenti par les dirigeants. La partie métallerie classique, hein, j'en parlais, c'était tout ce qui est garde-corps, escalier, rampe. C'est aussi lié à l'évolution et à la réglementation accessibilité des bâtiments, où les métalleries sont fortement sollicitées, donc avec des rampes d'accès, avec des mains courantes, des doubles mains courantes, des escaliers à remettre en conformité, etc., etc. Aussi des portes à modifier, etc., etc. Donc là, on a un développement sur cette partie-là. La menuiserie métallique aluminium, qui est en fort développement, qui est liée, je pense, à l'évolution globale de l'aluminium dans la menuiserie. Globalement, les parts de marché de l'aluminium augmentent quand on compare par rapport aux autres matériaux, au PVC et au bois. On a une forte demande sur l'aluminium, donc les métalliers en profitent. La serrurerie de ville, on en a parlé, hein, c'est lié à cet aspect. Alors, c'est lié aussi au fait que donc on automatise de plus en plus, on a de plus en plus de contrôle d'accès, on a de plus en plus de sécurité des biens, donc logiquement on a plus de serrurerie de ville.
Agencement décoration, là je ne saurais pas expliquer rationnellement pourquoi ils ressentent une évolution là-dessus. C'est peut-être aussi une plus grande part de métal dans la construction, dans la partie décoration. On voit de plus en plus, c'est pas lié à l'agencement décoration, mais on voit de plus en plus de vêtures, vêtages en enveloppe de bâtiment en acier. Donc on a une prise en compte de plus en plus de métal dans l'aspect enveloppe du bâtiment et donc ça se reflète dans l'agencement décoration. Construction métallique, menuiserie acier aussi en production, en évolution positive, là aussi lié à la valorisation du métal dans le bâtiment. Voilà. Après, sur l'évolution négative, on est sur la métallerie feu. Là, c'est, je pense, lié à des aspects réglementaires. On a plus tendance à utiliser des fabrications industrialisées dans la métallerie feu pour des raisons réglementaires et la ferronnerie pour des raisons de marché global. Bon, sur les différents marchés, là, je passe parce que ça, c'est lié aussi à la conjoncture globale du bâtiment. Et c'est peut-être pas le plus intéressant pour notre intervention. Voilà, là, quelque chose d'intéressant pour l'évolution, et notamment à prendre en compte pour les référentiels de formation, les activités appelées à se développer, on voit, et d'ailleurs ça corrobore tout ce qui est dit au sein de la grande maison de la FFB, une évolution forte sur la rénovation énergétique, donc la partie menuiserie dont on a parlé, la rénovation aussi enveloppe avec vêture, vêtage qui peuvent être prises en compte dans les bâtiments existants. J'y ajouterai ma petite touche personnelle sur la partie confort d'été et donc protection solaire. Donc, dès qu'on intervient en façade, on va rajouter du store, on va rajouter des casquettes, on va rajouter des éléments. Tout ça, ce sont des éléments que les métalliers mettent en œuvre et peuvent concevoir et fabriquer. J'en ai déjà parlé, la maison connectée, la domotique, tout ça c'est très très fort. C'était déjà fort, hein, entre parenthèses, vous avez les chiffres 2016. Donc c'était déjà des éléments forts il y a 4 ans, mais ça s'accentue, hein, ces deux secteurs s'accentuent, le ressenti positif sur ces secteurs s'accentue au niveau des métalliers. L'accessibilité reste forte, même si c'est en diminution par rapport à 2016. On voit en fait que l'obligation de mise en conformité de la réglementation accessibilité en fait a eu un effet important en 2016 et puis tente à diminuer, mais ça reste quand même fort à 44% d'opinion positive. Sur la sécurité des biens, on reste élevé, à peu près équivalent en 2016, mais on voit qu'il y a de toute manière une demande constante. Je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi des marchés, alors ça reste des marchés de niche, mais qui sont très intéressants. Tout ce qui est menuiserie par balle, hein, par exemple, tout autour de la tour Eiffel, là, c'est un métallier hein, qui a fait cette protection par balle. Donc malheureusement, les attentats n'y sont pas pour rien là-dedans. Et donc on a une demande, c'est encore une fois un marché de niche comme la métallerie feu, mais à forte valeur ajoutée. J'en ai parlé, je l'ai mis dans la rénovation énergétique, mais on le voit ici, tout ce qui est protection solaire, hein, donc tout ce qui est store, casquette, etc., qui ressort très fort en positif à 40% contre 19% en 2016. Donc le fait que c'est le confort thermique des bâtiments soit maintenant pris en compte dans la RE 2020 est de plus en plus important, là aussi malheureusement lié aux dérèglements climatiques, aux vagues de chaleur de plus en plus fortes et fréquentes, bah, ça implique directement des évolutions de marché sur ce secteur-là. Les structures rapportées, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un élément intéressant du fait du développement de l'IT, donc de l'isolation thermique par l'extérieur. On a de plus en plus de balcons ou de coursives extérieures qui sont bien souvent en métal, ça peut être en bois également. Et donc ça, ce sont des marchés qui sont directement affectés à des entreprises de métallerie. Quand je parlais de construction métallique au tout début, c'est ce type de petites structures métalliques sont vraiment dans le cœur de métier des métalliers. Et donc, ça reste fort, c'était fort et ça reste fort, voilà. Et l'enveloppe métallique, j'en ai aussi parlé, qui reste fort à 19% contre 9% en 2016. Donc voilà, pour résumer, les évolutions
des métiers de la métallerie sont directement liés à tout ce qui est énergétique, environnemental et domotique et automatisation. S'il y a des 3 choses à retenir, c'est vraiment ça. Donc pour résumer, oui. C'est super intéressant ce que vous nous présentez depuis tout à l'heure, Monsieur Lamy, y compris d'ailleurs sur les moyens techniques, même si vous êtes passé vite et c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est même des informations très intéressantes pour les établissements de formation, de voir un peu quels sont les matériaux, les matériels utilisés par les entreprises. Ça, c'est vraiment, voilà, je tenais à vous conforter dans votre présentation parce que c'est pas toujours évident une visio, on voit pas les réactions des uns et des autres, mais en tout cas c'est très intéressant et je souhaitais du coup faire juste un petit temps de questionnement. Est-ce que ça interpelle les gens autour de la table? Voilà, est-ce qu'il y a des réactions sur les évolutions particulièrement évoquées par Monsieur Lamy? Moi, je voulais non pas poser une question, mais rebondir un peu sur tout ça. Nous vivons au quotidien, exactement comme ça vient d'être décrit, avec une petite remarque sur ce qui est maison connectée domotique. Il y a une demande très très forte du grand public sur ces objets-là. Mais par contre, ça dépasse un petit peu la conception et la fabrication vers l'industriel. C'est-à-dire que on va se retrouver à installer des Taoma, des moteurs Sophy, des choses comme ça, mais qui sont des fournitures industrielles achetées par l'artisan ou la TPE ou la PME. Donc, on a besoin de gens formés à la mise en œuvre, mais il n'y a pas du tout de fabrication sur ces objets-là, sauf erreur, je parle sous contrôle national. Voilà. Et la rénovation énergétique, bon, effectivement, gros apport de marché nouveau sur la protection solaire avec le confort thermique d'été, moi je confirme, on vit ça au quotidien aussi en Seine-et-Marne comme sur le reste du pays. Mais on a aussi une évolution pour le matériau des menuiseries extérieures vers des filières bois, parce que on a non seulement la rénovation énergétique, mais on a aussi maintenant la prise en compte du développement durable. Et ça se fait un petit peu au détriment, ça risque de se faire peut-être un peu au détriment, je parle là de la menuiserie, de la filière métal. Je ne sais pas ce qu'en pense. Oui, alors sur cet aspect guerre des matériaux, sur l'aspect environnemental, c'est vrai que les RE2020 nous a pas aidé, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Je pense que, alors c'est difficile de voir à long terme quel sera l'impact. Il y en aura probablement un. On milite, nous, pour justement faire valoir l'intérêt des matériaux métalliques et notamment le fait qu'ils sont très facilement réutilisables, recyclables, ça on le sait, mais surtout réutilisables avec la même fonction. Et donc on milite, et la FFB est consciente de ça et nous a soutenus, hein, pour que ce soit pas la guerre des matériaux, mais que ce soit le matériau le plus approprié qui soit utilisé en fonction de l'usage qu'on attend du bâtiment ou de l'ouvrage. Donc pour l'instant, alors c'est un facteur de risque, hein, très clairement, c'est un facteur de risque. Jusqu'en 2027, je pense qu'on n'aura pas d'évolution majeure à attendre, puisque les seuils qui ont été définis permettent de poursuivre, on va dire, la tendance que l'on a sur la partie carbone. Au-delà, on va travailler, nous, justement, sur une étude d'impact que pourrait avoir la RE2020 sur la part des ouvrages de métallerie dans la construction. Moi, je reste assez optimiste. Effectivement, il y a peut-être, voilà, peut-être que dans certains cas, j'ai des cas déjà de métalliques qui me font remonter, voilà, par exemple des séparations de balcons qui vont être, qui étaient prévues en alu ou en acier et qui sont tout d'un coup passées en bois parce qu'il fallait mettre du bois en façade de bâtiment pour montrer qu'on était vert. Bon, pour l'instant, ça reste anecdotique, ça pourrait se développer. Je pense que malgré tout, voilà, pour tout ce qui est escalier, garde-corps, le recours à d'autres matériaux va être plus compliqué. Bon, je suis incapable de dire comment ça va impacter, voilà, mais je reste optimiste sur le fait que quand on regarde l'impact global d'un bâtiment, bon, c'est pas la métallerie
qui impactent le plus le poids carbone. Donc c'est vrai que les gros charpentiers qui peut-être avant faisaient du gros bâtiment de bureau, du gros bâtiment industriel, voilà, ont peut-être plus d'inquiétude à avoir puisque le tonnage d'acier est vraiment considérable et donc peut impacter. Voilà, Arcelor vient d'annoncer aussi, même si c'est à l'horizon très lointain, donc des investissements énormes de plusieurs milliards dans leur fonderie j'ai plus les noms en tête, mais enfin dans les 2 fonderies qu'ils ont en France. Donc on a des évolutions et c'est tant mieux qui vont être faites sur la filière acier. Je pense que la métallurgie pourra sortir son épingle du jeu quand même de ça. Donc je suis pas très inquiet. Malgré tout, on est vigilant. Je voulais juste rebondir, sans monopoliser la parole, sur la partie moyens techniques. Il est clair, alors c'est vrai que ça concerne pour l'instant plus les grosses structures ou les moyennes structures, mais je ne sais pas si j'ai des slides après, j'ai plus souvenir, mais l'investissement machine, si j'ai une slide sur l'investissement machine, moi qui suis dans le métier depuis de nombreuses années maintenant, la tendance à l'investissement sur des machines se renforce de plus en plus. Et je vois que la métallerie que j'ai connue il y a 20 ans est plus la même qu'il y a maintenant. Donc maintenant, c'est de la machine à commande numérique, c'est de la découpe laser, voilà, et maintenant ces machines sont de plus en plus accessibles, c'est des centres d'usinage. Donc on voit en fait des outillages venus de l'industrie qui commencent à intégrer les entreprises de métallerie. On gagne en productivité grâce à ça, mais aussi ça nous pose la question donc des salariés qui sont amenés à utiliser ces machines. Ça ne veut pas dire que on pourra tout faire sur des machines, c'est pas du tout ça. On aura toujours besoin de métalliers qualifiés à l'assemblage, tout ça, mais ça change la donne. Ces machines sont là pour faire des activités, enfin des processus de fabrication répétitifs où l'humain n'a pas de valeur ajoutée, donc ce sont des compléments. Et là, ça permet aux entreprises de métallerie en fait de décharger leurs moyens humains et de les concentrer vers des tâches à forte valeur ajoutée. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Beaucoup d'entreprises de métallerie externalisent certaines tâches comme ça à faible valeur ajoutée. On a une tendance à intégrer maintenant ces machines au sein même des entreprises, et c'est tant mieux, mais ça ne remplacera en rien la compétence manuelle et technique des salariés. C'est un complément qui vient là, et on voit de toute manière que les besoins en recrutement sont très forts. Donc ça ne remplace pas l'humain. Voilà. Simplement, ça permet de concentrer les compétences humaines sur les tâches à forte valeur ajoutée. D'études. Ça renforce le besoin en bureau d'études parce que pour faire avancer ces ateliers-là, il faut des gens, il faut plus de BET, effectivement, une main-d'œuvre qui est peut-être sur ces outils-là moins nombreuse et moins qualifiée. Effectivement, je vous rejoins, ça ne remplacera jamais la porte trafic, on la fera toujours à la main. Hein, ça pour rassembler le cadre, oui, voilà. on aura toujours besoin. Mais moi, je rejoins, ça déplace un peu le recrutement futur vers un peu plus de bureaux d'études. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on les voit apparaître de plus en plus dans les entreprises de 5 salariés, à partir de 5 salariés. C'est ce que vous montriez tout à l'heure, c'est peut-être du coup corroboré. Oui, alors c'est vrai que bon, cet équipement, il est à nuancer parce que les entreprises de moins de 5, bien souvent, même si dans une petite entreprise, vous allez pouvoir trouver une cisaille ou une presse plieuse à commande numérique, hein, c'est pas surprenant maintenant. Bon, maintenant, pour aller vers le centre d'usinage ou de la découpe laser, ce sera plutôt vers des grosses entreprises, quoique je connais un métallier qui est seul et qui a des coupes laser, qui a des coupes jet d'eau, enfin qui a un équipement absolument extraordinaire, mais bon, ça reste anecdotique. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, j'ai une demande de prise de parole d'Olivier Lefebvre, si vous voulez, le temps que vous retrouviez. Olivier, tu veux...
Oui, une petite question en complément à ce que vous avez apporté, hein, monsieur. Vous avez parlé de l'évolution technologique et des process de production avec des machines de plus en plus complexes. Vous avez parlé également dans vos propos des évolutions technologiques liées à la domotique, à la sécurisation des accès, aux automatismes, etc. Est-ce que là aussi sur ces évolutions technologiques, il y a très nettement ou pas du tout des évolutions en termes de compétences attendues pour la personne qui fait la pose, qui fait la mise en œuvre, etc. Oui, alors indéniablement, de mon point de vue, c'est indéniable. Je suis pas capable de dire si ce sera demain des métiers spécialisés dans ce champ-là. Je pense pas, en tout cas, je ne l'espère pas. Mais ce que disait M. Rex est tout à fait juste. Déjà, c'est vrai que ces automatismes, etc., sont produits par des industriels et ne vont pas être fabriqués demain par des métalliers. Somfy, c'est le leader mondial. On peut d'ailleurs quand même s'en féliciter, puisque c'est quand même une boîte française, même s'ils fabriquent en Tunisie maintenant. Mais enfin bon, bref. Donc effectivement, par contre, moi ce que je constate, et c'est vraiment du ressenti du qualitatif, c'est que actuellement, les gens formés par exemple en pose de menuiserie ou de protection solaire ne sont pas formés sur ces outils-là. Donc effectivement, il y a des formations internes, Somfy, Deltador ou Coquet sur ce sujet-là, mais bien souvent, il y a une certaine trouille, fébrilité à passer le cap et à intégrer l'ensemble de ces automatismes. Moi qui travaille beaucoup avec eux, je peux vous dire que techniquement parlant, tous ces automatismes sont prêts. Le marché est demandeur. Il y a une réponse technologique à ce marché. Là, ce qui nous manque, c'est la mise en œuvre de ces automatismes chez Madame Michu ou en collectif, où là, c'est pas le cœur de formation des métiers, des poseurs. C'est pas non plus un secteur peut-être où ils sont plus à l'aise. Donc là, il y a beaucoup à faire sur ce champ-là. Je sais que Somfy fait des formations sur leurs outils, mais pour connaître certains installateurs de région parisienne, eux-mêmes sont réticents parce que derrière, voilà, c'est aussi une charge en plus, une responsabilité en plus. Si demain l'automatisme ne fonctionne plus, ça va leur retomber dessus. Enfin bref, donc c'est un secteur qu'on sent porteur, mais la mise en œuvre réelle sur le terrain est encore problématique et encore balbutiante. Et je pense que là, il y a des gros besoins de formation, c'est indéniable. Là-dessus, je pense qu'on peut mettre le paquet. Peut-être y compris pour la question du conseil, en fait, à l'usager. Ouais. Ah oui, bien sûr, oui, ça couvre ça, évidemment. C'est M. Valem qui souhaiterait prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc je rebondis un peu sur ce que dit Hervé. Donc effectivement, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Frédéric Valem, je travaille à la Socotec, donc du côté obscur. Donc ça fait 15 ans que je suis à la direction technique de Socotec en tant que référent façade nationale. Donc on se croise souvent en commission de normes ou au CSTB. Mais j'interviens plus, ça fait 15 ans que je suis contrôleur technique à la Socotec, mais j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que responsable bureau d'études dans une boîte de serrurerie métallerie, l'entreprise du Temple à Paris, qui est maintenant Vermetal, donc une société qui à l'époque avait 40 personnes et au bout de 10 ans on avait 130. Et je crois que le gros souci, enfin le principal intérêt de la métallerie, c'est qu'en fin de compte, c'est un métier fourre-tout. Ça peut paraître bizarre, mais quand on participe avec des équipes de maîtrise d'œuvre à la finalisation d'un dossier, l'ouvrage d'intégration, effectivement, de motorisation, les stores, les tôleries diverses et variées, un châssis particulier, quand on ne sait pas l'affecter à un lot spécifique, miroiterie, ça atterrit tout le temps dans le côté, c'est au métallier de le faire. Et c'est vrai que ce côté d'intégration de la motorisation, parce qu'on est en train de rendre les bâtiments vivants pour gérer un peu la vie, enfin la course du soleil et puis les apports, le côté rendre le bâtiment vivant retombe souvent du côté du métallier et qui doit du coup gérer toutes les problématiques, les courants forts, les courants faibles. Donc
où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas le métallier qui va concevoir le boîtier d'automatisation, mais il va devoir le raccorder. Et le raccorder, en fin de compte, en prenant en compte les spécificités, entre guillemets, courant fort, courant faible, sécurité. Donc, il doit gérer ça, en plus de ses connaissances diverses et variées. De mon tour d'expérience, de mes 10 ans de responsable bureau d'études en menuiserie métallerie, les grosses problématiques qu'on a souvent à gérer quand on est métallier, c'est qu'il y a une cage d'ascenseur qui est installée. La personne qui va venir installer son ascenseur, lui, il va installer que l'ascenseur. Et ça va être au métallier d'installer, de finir, alors en lot séparé ou en direct, de faire l'interface de cette machine avec les fonctions garde-corps, les fonctions clos et couvert. Donc, c'est souvent le métallier qui fait l'interface entre les différents lots et qui arrive souvent à la fin. Et qui doit gérer toutes ces fonctions-là. Hervé l'a très bien présenté, un métallier, il peut faire la charpente métallique. Quand effectivement le charpentier métallique ou le gros œuvre est parti et qu'il y a une poutre à rajouter, ben, monsieur le métallier, allez-y, c'est à vous de le faire. Donc c'est un métier où franchement, ben, je pense qu'on est nombreux autour de la table à avoir un peu des cheveux gris. Moi j'ai 55 ans, je l'apprends tous les jours. C'est un métier très varié, mais du coup, Hervé l'a fait apparaître aussi, pour les gens qui font le suivi de chantier, c'est quand même relativement difficile d'arriver à… On demande à ces gens-là de faire la synthèse globale de tous les autres lots. Et comme c'est les derniers qui arrivent, c'est souvent eux qui sont en retard. Ça, je pense que les métalliers ont l'habitude d'être en retard, mais de devoir gérer en fin de compte les interfaces entre les différentes exigences réglementaires, ça c'est un autre sujet, normative aussi, mais donc c'est un métier qui est quand même assez prenant et qui nécessite de faire une grosse synthèse entre les différents lots. Donc, mais c'est un métier assez passionnant, je pense que c'est Hervé qui le raconte. Ouais, et je rajouterais, Frédéric, dans la partie mise en œuvre, tu as tout à fait raison, hein, c'est tout à fait clair. Je rajouterais également que la compétence en conception qu'ont conservé les métalliers fait également en sorte que du coup, on leur file également la synthèse globale du chantier. Et donc, en fait, comme ce sont à peu près les seuls qui maîtrisent maintenant les logiciels 2D ou 3D de conception, donc non seulement c'est un métier fourre-tout en termes d'ouvrages à réaliser, mais en plus, ils ont également souvent en responsabilité la synthèse du bâtiment dans son ensemble. Donc, c'est passionnant, c'est effectivement très enrichissant. C'est aussi très compliqué puisque ça fait appel à des multi-compétences qui sont longues à acquérir et difficiles à avoir en formation initiale. C'est clair qu'il faut des années pour être un bon métallier et c'est aussi la technicité. On avait compté à une époque le nombre de normes ou de textes réglementaires applicables à la métallerie. Il est absolument considérable. Donc c'est vrai que c'est une des contraintes à prendre en compte. Ouais, puis avec des DTU qui sont devenus plus des documents j'allais dire juridique que technique, et qui ne facilite pas le travail du métallier de tous les jours. Voilà. Après, dans ta présentation, Hervé, effectivement, le côté apprentissage là, qui fait apparaître qu'en fin de compte, au niveau des ateliers, la demande baisse, ça, je pense que c'est une excellente évolution par rapport… Moi, ça remonte à 15 ans maintenant, mais c'est une excellente évolution à l'apprentissage. Pour former un métallier, je pense que il n'y a pas de miracle, c'est l'apprentissage. Et je pense que l'école de l'excellence que correspond que les compagnons du Tour de France, bon, on ne va pas jouer, je pense que les formations des écoles, j'allais dire généralistes, hein, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est pas la même qu'un compagnon du Tour de France. Mais je pense que le côté bureau d'études, le bureau de suivi de chantier, où la grosse problématique des métalliers, c'est l'adaptation au support. Tout ne se fait pas dans le bureau d'études, tout ne se fait pas avec une souris. Et la grosse difficulté du métallier, c'est justement cette interface avec le support, la gestion en tant que contrôleur technique, on a souvent des soucis avec les métalliers. Donc, quand on a des soucis, du coup, on devient embêtant. La grosse difficulté, c'est l'adaptation au support, les tolérances, une cheville, un boulon, enfin, c'est les jeux des
des structures sur lesquelles on vient s'accrocher, c'est une problématique qui doit être abordée dès le plus tôt possible dans la formation, parce que c'est un peu ce que j'ai dit lors de mon intervention sur le bois. C'est qu'il faut s'intéresser. Monsieur Javerzac. Ouais, Monsieur Valem, Monsieur Javerzac, l'inspecteur, a une petite précision. Juste une remarque, monsieur, je vous remercie de votre intervention. Juste pour dire que ce dont vous parlez, ce thème-là, justement, sur les fixations, il est abordé dans les référentiels de formation. Bien sûr. Non, mais c'est bien. Mais j'entends bien, non, mais c'est intéressant votre remarque. Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai fait un bac F4 à l'époque, ça existe, bâtiment génie civil. J'ai fait un UT, après j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait l'INSA. J'ai commencé à apprendre la métallerie quand je suis rentré dans l'entreprise en 1996. J'ai réappris mon métier, honnêtement. Parce que à l'époque, on n'apprenait pas ça à l'école. J'avais fait, enfin, il y avait aussi ouvrage métallique, mais c'est sûr que en tous les cas, ces connaissances, monsieur, sont abordées. Oui, c'est ça. On ne peut pas tout apprendre aux élèves. Forcément, ils vont apprendre sur le tas. Un métallier, c'est sûr que quelqu'un qui va faire la chaudronnerie à Saint-Nazaire sur les paquebots, ou celui qui va faire les finitions du Ritz, ce n'est pas le même métier. Et donc, c'est dur d'aborder tous les sujets. Oui, alors, oui. Il faut donner un vernis. Il faut donner un vernis, quoi. Alors, juste, je me permets, en termes d'évolution métier, et ça c'est directement lié à la RE 2020, sur les fixations. La fixation sur matériaux bois doit être également développée. Nous, on travaille dessus parce que on n'a pas trop l'habitude en métallerie de se fixer sur du bois, et il y a des spécificités, il y a des choses à prendre en compte. Et donc, on travaille dessus, et je pense que c'est des éléments à intégrer dans les référentiels de formation. Le chevillage, c'est pas uniquement que sur béton ou matériaux creux. Maintenant, c'est aussi sur du bois. On peut le regretter ou pas, mais en tout cas, c'est la réalité. Alors, je ne suis pas intervenu tout à l'heure. Oui, pardon. Juste une précision, monsieur Javerzac. Oui, monsieur Lamy, elles sont abordées également, les fixations, mais vous avez raison, pas par rapport au support bois. Par contre, du coup, ça parce que sans attendre que les référentiels évoluent, parce que sinon. Alors, il y en a un qui a évolué récemment. D'accord. Et c'est lequel? C'est le CAP métallier. Et du coup, il intègre la fixation sur matériaux bois, le CAP? La fixation au sens large. On peut tout à fait. Et par contre, c'est dans l'enseignement, en fait, apporté peut-être par les établissements, qu'on peut néanmoins aborder le support matériaux bois, parce qu'en fait, si on attend l'évolution du référentiel, on risque de ne pas être à jour. Je pense qu'aujourd'hui, les établissements peuvent le faire sans attendre. Et puis, ça peut être, ces compétences, voire ces connaissances peuvent être abordées aussi lorsque les élèves sont en formation en milieu professionnel, puisque c'est un complément de formation. Ils sont quand même 14 semaines en milieu professionnel, dans les établissements publics. Tout à fait. Il est clair que quand on fait de la métallerie, un jour ou l'autre, on pose une cheville, parce qu'on est bien obligé de s'accrocher à un support. Ça, c'est sûr. Oui, alors, cette notion peut être vue en milieu professionnel également. Oui, tout à fait. Est-ce qu'autour de la visio, dans les établissements de formation là qui sont présents, est-ce qu'il y a des petites questions à Monsieur Lamy avant qu'il continue, parce qu'il y a encore tout un déroulé derrière. Je l'ai coupé pour un temps d'échange, mais voilà, est-ce que ça occasionne des questions, des remarques auprès de vous, les enseignants là qui sont autour de la table? Oui, Monsieur Magne, non? Monsieur Magne, vous êtes oui, bonjour, je vous remercie de me donner la parole. Je suis très attentif à tout ce qui est dit ce matin. Et je souhaite juste rebondir, moi, sur la partie qui a été présentée sur effectivement la diversité et toutes les choses qui sont demandées aux jeunes qui sont entrés en formation métallerie aujourd'hui. Et c'est vrai que même nous, dans les établissements, au vu du temps de formation que nous avons, nous restons concentrés sur certaines parties spécifiques, c'est-à-dire la fabrication, beaucoup. On traite la pose, voilà, mais on est un peu moins sur tout ce qui est domotique et automatisation. Alors aussi, ça peut être aussi par rapport aussi une question de coût, hein, parce que du coup, ça demande un investissement aux établissements aujourd'hui de se réaligner, on va dire, par rapport au contexte actuel, sur des gros investissements. Sur la domotique en particulier,
Je pense que une des difficultés, moi, que je rencontre au quotidien, on parlait tout à l'heure de la spécialisation de ce métier, moi, mes poseurs sont des bons poseurs, mais très réticents au moment de la mise en service, parce que malheureusement, ce sont des choses qui changent régulièrement. Il faut aller pêcher la notice sur Internet, il faut aller regarder parce qu'on n'a pas tout vu. Et vous avez de moins en moins, effectivement, dans la boîte le papier qui vous permet de développer le truc. Donc, de toute manière, il faut se dire que des jeunes qu'on va récupérer pour faire des chantiers de pause et dont on voudrait effectivement qu'ils puissent à la fois installer la fermeture automatique, mais également la mettre en service convenablement, vous ne pourrez jamais les former à tous les systèmes qui existent et qui vont évoluer tous les 6 mois dans leur vie professionnelle. Ce dont on a besoin, ce sont de gens qui ont une ouverture d'esprit vers ces technologies-là, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont aujourd'hui, qui ont 15 ans de métier dans la pause, qui sont peut-être une génération encore derrière moi, mais qui ne sont pas nés avec un téléphone portable dans les mains, pas encore. Et alors que la génération qui arrive sur le marché du travail maintenant, ou qui est en formation chez vous, elle, oui, elle sait, elle est capable d'aller rechercher les informations dont elle a besoin sur Internet, etc. Donc on a plus besoin de gens qui sont sensibilisés à ça, qui vont savoir un petit peu comment ça va s'organiser, voilà, que de gens qui vont être spécialisés en motorisation de son fil, parce que de toute façon, vous allez leur apprendre un truc, et quand ils commenceront à bosser, ça sera déjà changé. Donc ça évolue tous les 6 mois, tous les ans, hein, ces choses-là. Après, sincèrement, le ressenti, moi, sur l'établissement où je suis aujourd'hui, et peut-être que les collègues pourront confirmer ce que je dis, c'est que les jeunes qui sont aujourd'hui dans nos établissements, eux, ce qu'ils veulent, c'est être actifs, voir du métal en fusion, manipuler, souder, plier. Enfin, ils ne sont pas dans cette optique et dans ce schéma de prendre un appareil et d'aller le fixer. Et puis, voilà, ils sont plus dans une optique de travail, de création, de voir quelque chose de produit avec leurs mains, quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de complémentaire. Hein. On ne dit pas les métalliers vont pas être des automaticiens. Ça va pas être, c'est pas du tout ça qu'il faut voir. C'est juste une ouverture. Voilà, il faudrait voir ça comme un module et effectivement, comme je sais plus qui le disait, mais une ouverture vers ces technologies-là et de ne pas être réfractaire à s'intéresser à ça. Voilà, c'est juste ça. Ça va faire partie du métier. La base reste le travail manuel et comme je l'ai dit, ça reste indispensable, ça c'est clair. Mais c'est simplement des éléments à intégrer et je pense que il faut pas être expert dans le domaine, c'est pas nécessaire pour travailler aussi avec des gros industriels du secteur. Maintenant, ils sont tous en train de développer des systèmes d'assistance à distance où via une caméra, soit d'un smartphone, soit des fois ils mettent même des lunettes avec une caméra dessus. Lorsque le poseur a un problème qu'il est coincé, il appelle un service technique et en direct, on va lui dire, bah voilà, tu appuies sur le bouton rouge, tu coupes le fil vert et ça marche, quoi. Donc en fait, c'est plus de ne pas être réfractaire à s'ouvrir à ce métier-là, je pense, qui est important. Donc il faut donner des bases, il faut expliquer à quoi ça sert l'automatisation, quelles sont les performances apportées pour déjà savoir l'expliquer aux clients et surtout ne pas être réfractaire à mettre un peu les doigts dans ce… Mais en aucun cas, je pense qu'on aura besoin d'experts, parce que comme vous le dites, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, les langages changent tout le temps, les langages de communication. Donc, on n'a pas besoin d'experts, on a besoin de gens qui ont des bases, qui sont capables de s'y intéresser et qui sont pas réfractaires à aller dans ce champ-là. Je pense que ce sera largement suffisant, mais je suis entièrement d'accord. La base, c'est la métallerie, c'est pas ce champ-là. Après, excusez-moi encore d'intervenir, mais je pense aussi après au niveau de la formation des collègues, la formation des enseignants, l'information, et puis c'est important, je pense que par manque de connaissances aussi, il y a certains points qui sont peut-être un peu moins traités que d'autres. Bah, je vais y venir juste après, parce que justement dans la projection à plus long terme, on a mis l'accent sur la formation des formateurs. Et je pense que là, je pense que c'est ça aussi que vous mettez en exergue, c'est que je pense qu'il y a aussi de votre côté certainement des attentes et des besoins sur ces champs que vous maîtrisez peut-être pas parce que vous les avez pas vus vous-même dans
dans votre formation ou dans vos expériences professionnelles passées. Donc effectivement, il y a ce champ-là à explorer, très clairement. Alors avant que vous continuiez, Monsieur Lamy, j'ai Monsieur Valem qui veut reprendre la parole rapidement. Du coup, Monsieur Valem, allez-y. Très rapidement pour reprendre ce qu'a dit, intervenir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Magne. Vous savez, effectivement, je pense que pour mettre des étoiles, faire briller les étoiles dans les yeux de vos élèves, si vous leur racontez que le métier de métallier, c'est installer des digicodes à l'entrée d'une porte et puis changer une porte, très honnêtement, moi, à l'entreprise du Temple, là, on faisait du syndic, on posait des fermes-portes, on posait des digicodes, on faisait de l'intégration de store, mais ça correspondait, toute entreprise, à une partie, j'allais dire, alimentaire, et on fait des ouvrages aussi. On a quand même fini par faire la réfection de la VR du Grand Palais. Je ne pensais pas que dans ma vie, j'interviendrais dans une entreprise de métallerie sur des projets aussi importants. Donc, à cette époque, on a fait le Grand Palais, on faisait également du particulier et du digicode. Ça fait partie du métier. Mais voilà, après, c'est variable suivant les années, quoi. Mais bon, le Grand Palais, c'était quand même une belle opération. Donc, on l'a refait à l'identique, hein, ça fuit avant, ça fuit tout le temps, mais c'était quand même une belle opération. Bah, l'objectif est atteint, au moins. Voilà, c'est refait, c'est refait. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir que des chantiers d'exception. Bon, il y a certaines métalleries, je pense, qui sont… voilà, quand on s'appelle Schaffner, voilà, on a beaucoup de chantiers d'exception. D'autres, comme le dit Frédéric, bah, il y a de l'alimentaire et puis il y a de temps en temps des chantiers qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ça qui est beau aussi, hein, c'est que du coup, on peut toucher à tout. Et c'est ça la richesse du métier, c'est qu'on peut toucher à tout. Mais bon, il y a forcément dans tous les métiers une partie plus courante, voilà, qu'il faut prendre en compte. On vous laisse continuer du coup, Monsieur Lamy, allez-y. Alors, je vais être un peu plus rapide là-dessus parce qu'on va se répéter, mais je voulais quand même vous présenter un travail de prospection qu'on a fait donc c'est sorti en 2020. Donc, on se projetait à 2030. Donc, en 2019-2020, quand on l'a fait, c'était déjà du long terme. Bon, là, maintenant, j'ai mis moyen terme parce que 2030, finalement, c'est demain. Voilà, on a fait ça avec les Compagnons du Devoir. Ça a donné lieu, même pas 2020, c'était 2018-2019. Ça a donné lieu à un petit fascicule qui s'appelle Homme de métier en 2030. Je ne vais pas revenir sur la méthodologie, mais grosso modo, l'objectif, c'était de montrer quelle serait la place du métier de métallier en 2030, quelles sont les évolutions possibles et quelles sont les nouvelles compétences à acquérir. Et là, on est en plein dans le sujet. Et comment préparer notre jeunesse pour l'ensemble des métalliers pour ce devenir. Alors, rapidement, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu les méthodes de travail prospectif. D'abord, on fait une analyse rétroprospective. Déjà, on regarde ce qui s'est passé et donc on se projette dans le passé pour savoir ce qu'on pouvait prévoir dans le passé par rapport à ce qu'on est maintenant. Donc, en fait, ça donne une idée sur l'évolution qu'il va y avoir. Ensuite, pour chacun des facteurs clés qu'on a identifiés dans ce travail rétroprospectif, on établit des hypothèses d'évolution. Sur la base de ces hypothèses, on travaille sur différents scénarios d'évolution, du plus défavorable au plus favorable, moins pertinent au plus pertinent. Et derrière, on établit un scénario type d'évolution à 10 ans. Et de ce scénario type, on définit des analyses et des enseignements, des recommandations. Donc, je ne dis pas du tout que ce qu'on a fait va se produire, c'est simplement un travail d'imagination, on va dire. Donc, peut-être que ça va se produire, peut-être pas. Mais en tout cas, ça donne une idée sur ce qu'on pensait que serait l'avenir il y a 2 ou 3 ans. Voilà, bon, le premier travail, ça a été de définir des facteurs impactant le métier de la métallerie. Donc, on a 2 cercles, des facteurs plus impactants au centre, des facteurs qu'on a considérés comme étant moins impactants autour. Donc, on a des facteurs économiques, on a un facteur, on va y revenir, politique et normatif important. On parlait beaucoup de normes et de réglementation dans la métallerie, c'est quelque chose qui joue beaucoup.
l'environnement évidemment, l'innovation, savoir-faire, des nouveaux matériaux. On imagine que le métallier demain, il va travailler peut-être des matériaux composites ou d'autres types de matériaux. Des outils, donc ça, des facteurs les plus importants. Autour des facteurs moins importants, la mobilité, donc le fait, alors c'était pré-Covid, hein, tout ça, donc le fait qu'on était peut-être ouvert aussi à l'étranger, l'image du métier, la démographie, l'organisation du travail et l'évolution sociétale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous présenter ce qu'on a retenu dans le scénario final en fonction de ces différents facteurs. Sur la partie politique et normatif, on avait considéré une tendance, qui se confirme d'ailleurs, hein, à plus d'harmonisation européenne et donc une libre circulation et une uniformisation des normes. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe, qui depuis longtemps maintenant. On a supposé que ça allait se développer. Encore une fois, c'était pré-Covid, donc c'est un peu en stand-by maintenant, mais l'évolution européenne des normes, elle est importante. Donc, du coup, ça veut dire aussi concurrence étrangère sur le sol français, mais aussi des perspectives pour les entreprises françaises d'aller à l'étranger. Sur le point de vue économique, une évolution vers la généralisation des macro-lots et donc des groupements d'entreprises. Alors on en parlait déjà par le passé, finalement ça s'est pas fait dans la même ampleur qu'on imaginait, mais on a considéré que c'était une évolution. Donc la partie environnementale, évidemment, on est en plein dedans avec nous ce qu'on a considéré à 10 ans des notations d'entreprise, et on le voit déjà, puisque sur la RSE, par exemple, on voit que c'est de plus en plus pris en compte, qu'il faut maintenant justifier dans certains appels d'offres des critères RSE qui sont pris en compte. Donc la partie environnementale au sens large, c'est pas uniquement l'impact carbone d'une entreprise, c'est aussi tout l'aspect RSE, avec des critères de sélection, de choix d'entreprise qui vont être mis en place. Voilà, j'en parlais, des nouveaux matériaux. On imagine que peut-être demain, il y aura des matériaux plus durables qui vont être développés, peut-être des matériaux composites, peut-être des nouvelles, voilà, alors sans parler des process de fabrication de l'acier, mais voilà, des choses plus développées. Donc, dans l'innovation, plus de mutualisation et plus d'entreprises actives dans l'innovation. En fait, et moi je me rends compte, en fait, c'est ce que disait Frédéric notamment, il y a un savoir-faire technique très fort et très large dans la métallerie, et donc on a des entreprises de métallerie qui sont force d'innovation. J'ai en tête une entreprise du 49, hein, je crois, du côté d'Angers, qui tous les ans fixe un budget, donc c'est un pourcentage de son résultat affecté uniquement à de l'innovation. Et donc, quand bien même elle a 30 ou 40 personnes, elle innove, elle invente des nouvelles machines et des nouveaux process. Donc, c'est pas réservé à des grosses entreprises, et c'est aussi un moteur de motivation des salariés dans l'entreprise. Sur les outils, on a supposé qu'on aurait une mutualisation des tâches. Alors, on parle beaucoup des Fab Labs, etc. Moi, à titre personnel, je suis assez sceptique. Enfin, le groupe a défini que c'était une voie sur laquelle ça pouvait se développer. Ça peut être vrai sur certains outils spécifiques. Pour l'instant, la tendance n'est pas là. Sur le savoir-faire, on a considéré, peut-être à tort, j'en sais rien, qu'on aurait une tendance à se spécialiser, que les entreprises se spécialiseraient dans certains domaines. On commence à le voir sur certains champs. Les exigences techniques sont tellement évolutives et sont de plus en plus fortes, qui fait que d'avoir une approche généraliste comme on peut l'avoir actuellement dans la métallerie, ça va devenir de plus en plus complexe. Il va y avoir des compétences à intégrer. Donc, soit les entreprises vont augmenter de taille et intégrer ces spécialités au sein même de l'entreprise, soit des entreprises de plus petite taille vont ignorer certains marchés qu'elles pouvaient faire par ailleurs pour se concentrer vers certains marchés à forte valeur ajoutée et qui demandent des compétences techniques importantes.
Là où on a intégré aussi un élément, alors c'est peut-être de la science-fiction, mais c'est du partage de compétences. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'entre entreprises, via des groupements par exemple, on ait du partage de compétences entre plusieurs sociétés. Bon, je vous fais grâce du scénario retenu à 2030. Voilà, dans un contexte politique et normatif, l'orientation est à l'Europe. On assiste à une harmonisation des normes qui favorise la libre circulation des biens et des personnes et l'uniformisation des contraintes réglementaires. D'un point de vue économique, sur le territoire français, l'organisation des chantiers tente à généraliser le macrelot, ce qui ouvre durablement l'émergence de groupements d'entreprises, ponctuels ou durables. En ce qui concerne l'environnement, la société a dépassé le simple greenwashing et les démarches des entreprises en la matière sont vertueuses et culturellement ancrées. Sans faute d'orthographe, malheureusement. Elles sont notées par le marché et labellisées par les pouvoirs publics ou la filière. Dans ce contexte, les entreprises ont recours à des matériaux durables, c'est-à-dire affichant une longue durée d'usage. De nouveaux matériaux émergent d'ailleurs du fait d'une politique d'innovation soutenue, valorisant les partenariats entre les entreprises et les universités. Dans cette même tendance de mutualisation, on assiste à la généralisation du recours au Fab Lab où les entreprises partagent des équipements et des compétences. Les entreprises se spécialisent, elles capitalisent leur savoir-faire technique propre tout en valorisant des compétences transverses. Ça vous résume le paysage économique de la métallurgie qu'on imagine à 2030. Les conséquences pour nous, telles qu'on l'a vu à l'époque où on a fait ce travail, donc à la fois les conséquences pour les entreprises et pour les collaborateurs. Pour les entreprises, donc une ouverture du marché, le fait d'ouvrir l'ouverture européenne, et donc être flexible, savoir s'ouvrir et s'adapter, et intégrer donc des normes techniques et des techniques constructives nouvelles, et savoir exporter. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti lorsqu'on a fait ce travail. C'est notre incapacité forte à travailler à l'étranger, à quelques exceptions près, alors que, par contre, les entreprises étrangères viennent facilement en France. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Donc, l'idée, c'est de créer ou d'intégrer un réseau international. Au niveau des collaborateurs, donc les nouvelles compétences à intégrer, c'est donc les langues, l'ouverture à l'étranger et l'apprentissage et l'adaptation à des nouvelles techniques constructives qui viendraient de l'extérieur. Généralisation des macrolots, donc intégrer ou un réseau et donc savoir s'adapter à un nouvel environnement juridique et contractuel. Donc sur les collaborateurs, le maître mot, voilà, c'est un peu des choses qui reviennent, c'est la mobilité, la flexibilité. Peut-être que demain, un salarié d'une entreprise ou d'un groupement pourra être affecté à d'autres entreprises et ne sera pas mono-employeur, ou en tout cas, il le sera temporairement. Et donc, pour les collaborateurs aussi, c'est quelqu'un qui aurait acquis une expertise, on parlait par exemple de la domotique, pourrait éventuellement être utilisé par plusieurs entreprises et naviguer entre plusieurs entreprises. C'est quelque chose qu'on envisage. Au niveau donc des démarches vertueuses, donc la notation, donc ça veut dire pour l'entreprise non seulement être bonne techniquement dans son secteur, mais c'est aussi intégrer et faire savoir qu'elle vise le meilleur en termes environnementaux et donc être toujours dans la maîtrise constante, la rigueur, et savoir sensibiliser sur sa démarche vertueuse. Donc c'est aussi intégrer une démarche vertueuse en termes d'environnement de qualité, mais c'est aussi de le faire savoir et de le communiquer. Pour les collaborateurs, ça veut dire que demain, ils seront les ambassadeurs de cette entreprise-là et de ces valeurs-là. Donc la notion de savoir-être est aussi extrêmement importante. De toute manière, je pense que sur ces aspects-là, les jeunes qui rentrent en entreprise sont demandeurs de ces aspects d'être l'ambassadeur et de ces valeurs. Sur les matériaux, donc à longue durée d'usage, là aussi, c'est sensibiliser et informer le marché pour les faire prendre en compte. On parlait des difficultés avec l'aérovent, etc. Peut-être que demain, on aura d'autres matériaux qu'il faudra valoriser parce qu'ils auront d'autres usages. Savoir les mettre en valeur, savoir faire de la veille. C'est vrai qu'en métallerie, on a malheureusement, on est un peu toujours dans le flot continu et le quotidien. Et avoir cette capacité de prise de recul, et nous, en tant qu'organisation, c'est aussi notre rôle, savoir faire de la veille pour identifier des nouveaux matériaux, ça, je pense que c'est important. Et donc, derrière, ça veut dire pour les collaborateurs, savoir s'adapter aux techniques et aux nouveaux matériaux.
Voilà, je vais essayer de passer rapidement, mais donc mutualisation, partenariat, entreprise, université. Donc je l'ai dit, c'est avoir un service innovation et dédier des moyens humains pour cette innovation et être ouvert à la recherche et par exemple créer des partenariats sur des éléments amont de recherche. Donc pour les collaborateurs, c'est s'ouvrir et s'enrichir vers de nouveaux éléments et pas rester cloisonné à ce qu'ils savent faire et s'ouvrir à d'autres choses. On en parlait tout à l'heure. Bon, l'équipement multi-usage, donc la partie Fab Lab. Donc, c'est donc améliorer sa gestion de production. Ça, c'est un élément important pour toutes les entreprises qui fabriquent. Et on voit maintenant, on parle beaucoup dans l'industrie 4.0. Hein, l'industrie 4.0, c'est-à-dire on va faire un suivi en direct de toute ma production. On commence à le voir en métallerie. Donc, cette capacité à améliorer sa productivité par une meilleure gestion de production, c'est un élément qu'on voit déjà et qui va s'accentuer. Donc, si demain on partage des moyens de production, ça va être de plus en plus important. Voilà, l'aspect spécialisation des entreprises, là je l'ai dit, ce serait lié au niveau d'expertise le plus exigeant qui va nécessiter des collaborateurs et des entreprises d'être de plus en plus, d'optimiser sa compétence sur certaines parties et donc de la faire partager et donc de mutualiser ses compétences. Voilà, c'est ce qu'on imagine. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est peut-être un peu trop idéaliste, mais on imagine qu'à 10 ans, peut-être que on n'arrivera pas à ce niveau-là, mais en tout cas, on a des tendances. De toute manière, et on a parlé ce matin, le maître mot de ça, que ce soit pour les entreprises, les formations ou les formateurs et les jeunes qui vont rentrer dans la formation, c'est l'ouverture et la flexibilité. On est dans un secteur en métallerie où ça évolue très vite, on intègre des nouveaux marchés, on intègre des nouvelles techniques, tout en continuant à avoir les bases. Donc, il faut cette ouverture d'esprit, on en a beaucoup parlé, et je pense que ça se reflète dans les schémas qu'on a imaginés à 10 ans. C'est cette ouverture et c'est cette flexibilité qu'il faudra avoir. Et donc, c'est un processus constant de maintien à un niveau qu'il faut qu'on ait sur toute l'échelle, hein, que ce soit formation initiale via les formateurs, les entreprises et les collaborateurs en formation continue. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, ça appelle beaucoup en fait de remarques ou de compléments ou enfin voilà de réactions de ma part parce que c'est vraiment ce qu'on vit. Aujourd'hui, enfin, on sent vraiment cette évolution. Moi, je suis en charge des projets et de l'innovation à la Fédération Île-de-France-Est, donc ça me parle particulièrement. Et en plus, chargée de la coopération avec le campus des métiers et des qualifications, transition écologique et numérique dans la construction, le partage et la mutualisation entre les entreprises, les universités et aussi les établissements de formation, ça c'est exactement en fait le cœur du réacteur de notre projet, de notre dispositif. Donc ça, c'est le volet un petit peu mutualisation, partenariat que vous évoquiez. Ça c'est vraiment, on est dans le dispositif de synergie et de mutualisation des idées et des énergies. L'industrie 4.0, pour moi, ça fait aussi écho aux lignes construction en entreprise et effectivement la nécessité d'optimiser et d'intégrer d'ailleurs cette logique dans les établissements de formation. J'en appelle aussi à chaque fois d'un vœu pieux de pouvoir intégrer cette logique d'optimisation auprès des jeunes qui sont en devenir. La notion aussi d'ambassadeur. Alors moi, je trouve ça super intéressant d'impliquer en fait les salariés dans cette démarche vertueuse des entreprises parce que du coup, et notamment, effectivement, vous le disiez, les jeunes générations sont a priori demandeuses de cela et ça les responsabilise et ça les valorise. C'est vraiment très intéressant en fait d'appuyer là-dessus et nous, je pense que, alors là, je parle fédération du bâtiment, on a aussi tout intérêt à bien le préciser aux entreprises et à les inciter à responsabiliser et en tout cas à investir ce sujet-là auprès de leurs jeunes en formation ou leurs jeunes actifs ou leurs collaborateurs en général. Donc oui, c'est vraiment c'est un sujet qu'on vit et qui voilà, nous conforte un petit peu et voire nous donne d'autres idées encore.
sur l'harmonisation européenne et l'exportation du métier de métallier à l'étranger, la difficulté, c'est pas tellement d'aller faire un chantier à l'étranger. Ça, à la limite, tout le monde peut le faire. La difficulté, c'est ensuite d'aller assumer l'opération de maintenance, la levée de réserve et ces choses-là. Moi, j'ai un exemple tout bête. Mon prédécesseur, dans la société que j'ai achetée il y a 3 ans et demi, est allé réaliser une véranda à Guérande. Je suis en Seine-et-Marne. Évidemment, c'est une véranda qui n'aurait jamais dû fuir, mais c'est un peu comme la verrière du Grand Palais, c'est venu à fuir, sauf que là, ce n'était pas une reconstruction identique. Moi, quand j'envoyais mon gars essayer d'aller réparer une fuite à Guérande, ça me coûtait 2000 balles avant qu'il ait pris de tournevis ou des parts closées à vitrage. Donc c'est ça la difficulté, je pense, pour aborder les marchés d'exportation. Et une autre des difficultés que je ressens, moi, à ce frein, c'est aussi l'atomisation des entreprises. Ça ressort de votre première présentation sur la petite taille des entreprises. Je ne suis pas sûr qu'on soit très armé pour attaquer l'export. En tout cas, on est manifestement moins bien que l'entreprise lituanienne qui est venue piquer un marché sur les Jeux Olympiques en étant 30% moins cher que moi. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, mais il y a ces deux difficultés, la petite taille de nos entreprises et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces petites interventions. Moi, j'ai jamais pu trouver, y compris dans mon réseau d'aluminiers, avec mon ami, j'ai jamais pu trouver un gars qui aille me réparer la véranda à Guérande. Peut-être pas à Guérande. J'ai été obligé d'envoyer mon gars de Seine-et-Marne. Voilà. Faut, à mon avis, pas leur vendre du rêve aux jeunes en leur disant qu'ils vont voyager dans toute l'Europe et faire de la métallerie dans toute l'Europe, sauf s'ils intègrent des gros faiseurs, il y en a, des Goyer, il y a des gens comme ça, qui ont la taille pour ces trucs-là. Mais ce n'est pas notre quotidien à nous. Non, encore une fois, on ne dit pas que ça va se passer. Et effectivement, il y a des. Non, je cautionne bien. Enfin, je suis bien conscient des difficultés. C'est un peu ce qu'on a imaginé. Alors, c'est peut-être un peu trop idyllique. Et effectivement, la difficulté, tout ce que l'on montre, n'est certainement pas ouvert. Ou si ça se met en place, ne se mettra pas en place pour l'ensemble des entreprises. C'est très clairement, hein, ça c'est clair. Et je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde dans ce scénario de prospective. Je pense que les petits faiseurs, comme vous dites, eux vont peut-être se spécialiser, vont devenir experts peut-être dans un domaine et donc du coup seront très compétitifs parce qu'ils maîtriseront leur processus de fabrication, leur technique et donc vont s'accentuer là-dessus. Peut-être que les entreprises moyennes ou grosses vont petit à petit tenter l'export sur peut-être des chantiers de référence, j'en sais rien. Donc voilà, il en faut pour tout le monde. C'est un peu le schéma global qu'on a voulu monter et surtout les conséquences qu'on voulait mettre en avant. Voilà, de ce travail-là, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'ouverture à des nouveaux marchés, mais c'est ce dont on discute depuis le début de cette réunion. Donc je pense que ça corrobore déjà ce qui est en route et ce qui est en place. Voilà, le Lean Construction, je suis tout à fait d'accord, on bosse dessus, nous aussi. Même le Lean Construction ne va pas s'appliquer à toutes les entreprises, ce seront certaines uniquement. Ce sont des tendances, voilà, ce sont des tendances. Peut-être que les petites entreprises vont s'accaparer ce sujet-là, d'autres vont s'accaparer d'autres, mais en tout cas, les tendances sont là et on les ressent. Excusez-moi, je vais intervenir. Moi, c'est comment arriver à faire prendre conscience à un gamin de 14 ans ou 15 ans aujourd'hui qui va s'orienter sur notre filière de cette importance-là d'ouverture sur justement plus largement sur l'Europe, ce genre de choses. Alors que déjà, quand il arrive chez nous, il est dans le flou de qu'est-ce que le métier de métallier, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, vous voyez, enfin, j'ai un peu de. Je trouve que là, par rapport à nous, à notre niveau, au niveau le tout début du coup de la carrière de ces jeunes, c'est très large comme proposition. Enfin, je ne peux pas m'exprimer du coup. Oui, enfin, le travail qu'on a fait. Ce sont des grosses tendances. Je pense qu'il ne faut pas le traduire directement en des modifications de référentiels, de formation, etc. Je pense que ce qui est important pour vous en tant que formateur à retenir, c'est les tendances que vivent les entreprises. Et donc, c'est certainement ce que vos jeunes que vous avez maintenant et que vous aurez dans quelques années
vont avoir à vivre dans leur cursus. Je pense qu'il ne faut pas en tirer des conséquences directes pour vous, peut-être simplement sur l'enseignement général, l'importance des langues, hein, peut-être, qui est quelque chose de très pratique et qui, voilà, et quel que soit le niveau, hein, ce n'est pas que les filières générales qui vont être impactées. Je pense que même dans les filières technologiques, l'importance de l'anglais va devenir primordiale. Donc, c'est peut-être là où il y a quelques enseignements à tirer, mais il ne faut pas en tirer des conclusions directes pour votre quotidien. Ce travail-là, et on l'a fait pour les entreprises. Mais on va y venir après. Je pense qu'à nous aussi de montrer ce qu'est la réalité du métier de métallier et ce qu'est la métallerie. Je pense que je vous crois sur parole quand vous dites que les jeunes ne savent même pas à quoi correspond exactement la métallerie. On va y venir ensuite. On va justement, nous, on commence à avoir et à les moyens et à mettre des moyens pour expliquer ce qu'est la métallerie. Alors, encore une fois, comme le disait, je crois que c'est Frédéric, on ne peut pas faire que de l'ouvrage extraordinaire tout le temps. La métallerie, c'est aussi parfois des choses très courantes. Mais on va tenter, là, dans les prochains mois, de montrer ce qu'est la métallerie, de valoriser ce qu'est ce métier, pour que les jeunes qui rentrent dans la filière, déjà, ils rentrent par choix. Parce que je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, je l'espère, mais enfin, les retours que j'ai montrent que c'est 60%, je pense. Ouais. Donc, il paraît que ce soit 100%. Et donc, nous, ce que l'on souhaite là engager, et c'est un travail qu'on va faire sur 3 ans, c'est de valoriser le métier de métallier, de présenter ce que c'est, la richesse qu'il a et comment un jeune peut s'épanouir dedans. Donc, on va en reparler, je pense, après dans la présentation. Et là, on va vous donner aussi et on compte sur vous pour nous aider à ça. On va vous donner des outils pour valoriser le métier et peut-être que pour que les jeunes que vous avez maintenant en formation, en tout cas dans les mois à venir, les années à venir, vous puissiez les guider aussi et avoir des outils pour les guider sur ce qu'est le métier de métallier. Donc, on va y venir, je pense, tout à l'heure. Je vais vous présenter quelques diapos là-dessus. Merci. Oui, alors avant de passer la parole à M. Valem qui la demande, je voudrais passer la parole à M. Javerzac. Oui, non, c'est pour M. Magne. Vous savez, voilà, il y a des dispositifs qui permettent justement aux élèves d'aborder cette ouverture à l'Europe, avec les projets Erasmus, notamment. Oui, tout à fait. Vous savez, voilà, ça peut être un outil. Ouais. Je me permets juste un truc tout bête, hein, mais les projets Erasmus, effectivement, il se trouve que j'ai aussi la casquette du syndicat de l'échafaudage. Et en Allemagne, il y a une école de monteurs d'échafaudage et ils ont dans leur cursus un voyage à l'étranger obligatoire. Alors, ils vont pas forcément travailler dans une entreprise française ou autre, mais au moins, ils ont un voyage prévu, je crois que ça dure 1 semaine, et pour s'ouvrir aux techniques et à ce qui se passe ailleurs. Rien que ça, alors après c'est des questions de moyens, ça j'imagine que ça arrive tout de suite sur la table, mais rien que ça, c'est quelque chose, je pense, d'extraordinaire pour un jeune de 14-15 ans qui est dans le métier. Je pense que c'est extrêmement valorisant. Ça, ils le font dans la Nièvre avec la mention complémentaire ferronnerie d'art, où ils partent aussi à l'étranger, je crois. Oui. Quelle mention complémentaire, M. Magne? Ferronnerie d'art. Ah non, c'est le brevet de métier d'art, pardon. C'est le brevet de métier d'art. Merci, pas de souci. Je vous en prie. C'est le brevet des métiers d'art et CAP ferronnier d'art. Voilà, c'est ça. Et c'est le brevet des métiers d'art dans la Nièvre. La ville, je l'ai perdu. Mais j'ai un élève qui l'a fait, en fait. Voilà, c'est pour ça. Peut-être pour compléter le travail de prospective qu'a fait M. Lamy, il y a quand même quelque chose qui peut être retenu justement dans la partie culture générale et attrait du métier, c'est que quand on parle de développement durable, quand on parle de démarche vertueuse des entreprises, ça doit parler à cette génération qui va arriver sur le marché du travail. Ça me paraît d'abord, d'une part, ça correspond bien à la réalité, ces notions-là sont en train de rentrer dans nos métiers, mais en plus ça correspond à leur centre d'intérêt. Et c'est peut-être aussi un axe pour leur démontrer que la métallier, c'est pas uniquement travailler dehors, c'est sale, c'est
c'est dangereux, etc. Ils participeront à ces démarches. Oui, et que le métier a évolué de par ses procédés aussi, de par ses procédés. dont parlait M. Lamy tout à l'heure. Monsieur Valem, vous vouliez prendre la parole? Oui, juste pour répondre à M. Magne, globalement, le gros avantage du métier de métallerie, il a été cité Goyer, donc en métallerie, il y a également Viry, des grosses sociétés qui ont des usines en Pologne, qui ont des usines ailleurs. Mais le gros avantage globalement du bâtiment, et particulièrement en métallerie, c'est qu'on peut tout faire. Chacun peut y trouver sa place. Et quand vous faites une école de juriste ou de comptable, vous savez que vous avez passé votre vie derrière un bureau. Quand vous commencez à rentrer dans la métallerie, vous ne savez pas où vous allez finir, mais je pense que tout le monde peut trouver sa place. Entre le bureau d'études, entre le chargé d'affaires, entre le maîtreur et entre le poseur, entre le préfabricant, il y a vraiment de la place pour tout le monde, quoi. Chacun peut y trouver sa place beaucoup plus facilement que quelqu'un qui va choisir une voie bureau dès le départ. Quand on arrive sur le marché du travail, on peut faire un 360 tout au long de sa vie en étant dans la métallerie. Moi, j'ai changé souvent d'entreprise. Il y a 15 ans, on m'aurait dit je finirais contrôleur technique, j'aurais bien rigolé. Faut jamais dire jamais, et je ne sais pas si je ne finirai pas dans une boîte de serrurerie aussi. Donc, c'est le bon côté de la métallerie, c'est que franchement, tout le monde peut y trouver sa place. Les gens avec les bottes, comme les gens avec les cols blancs. Il y a la place pour tout le monde, quoi, dans ce métier. Et le gros avantage, c'est qu'on fait que des prototypes. Et ça, c'est un bon côté. Monsieur Lamy, je vous laisse continuer du coup justement sur peut-être la promotion des métiers ou les. Alors là, oui, la promotion des métiers. Alors je vais passer. Alors très honnêtement, c'est ma collègue Magali Collet qui a fait la diapo, donc je le découvre. Aurélie, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Simplement pour vous dire qu'on a, bon, je vais pas présenter les métiers, je pense que vous les connaissez, puis on en a parlé, donc la partie atelier, bureau d'études, chantier, conduite d'affaires. Simplement pour vous dire que nous, on a aussi des CQP qui permettent aussi, comme l'a dit Frédéric, tout au long du cursus. Après, derrière, on peut se spécialiser. Donc, on a actuellement 3 CQP, 4 si j'ajoute la serrurerie de ville, un CQP chef d'atelier, un CQP projeteur dessinateur et un CQP conducteur de travaux. Donc, on peut commencer effectivement à l'atelier et puis évoluer au fil du temps. Bon, les secteurs, bon, je vais passer parce que ça, vous les connaissez, on vous les avait mis. Bon, les formations, je pense que vous les connaissez, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. Voilà, les CQP, j'en ai parlé. Voilà, promotion des métiers, c'est là où je voulais en venir. Au-delà des supports, là, en fait, tout ça pour vous dire qu'on a chez nous un carnet des métiers qu'on distribue, donc qui présente aux jeunes l'ensemble des métiers que l'on peut faire en métallerie. Donc, c'est un support utile pour les jeunes pour pouvoir se projeter sur les futurs métiers de la métallerie. On a une BD, on a fait une BD, je ne sais pas si vous la connaissez, qui présente justement les métiers de la métallerie. Voilà, un support un peu sympa pour on n'a pas fait de manga, désolé, c'est pas trop manga la BD, mais enfin en tout cas ça le mérite d'être un support sympa. On a les réseaux sociaux, et là où je voulais en venir, voilà, ce sont nos futures actions. On a, je pense que vous avez tous entendu parler des WorldSkills, donc qui anciennement les Olympiades des métiers. Jusqu'en 2019, pour être tout à fait honnête, nous, en tant qu'union de métiers, on ne s'impliquait pas plus que ça dans les WorldSkills. C'était plutôt les compagnons du devoir qui géraient ça de leur côté, et nous, on n'était pas plus impliqués que ça. Les WorldSkills, donc c'est une compétition nationale, européenne et internationale, dont, je pense, vous le savez, la finale internationale se déroulera en 2024 à Lyon. Du coup, il y a des moyens considérables qui sont en train de se mettre sur l'organisation de cette compétition internationale à Lyon. Pour faire court, c'est vraiment les Jeux Olympiques.
Et quand je dis ça, c'est pas du tout exagéré. La dernière finale internationale, elle a eu lieu à Kazan. La cérémonie d'ouverture et de clôture, c'était 80 000 personnes dans le stade olympique à Kazan. Hein. Donc c'est quelque chose de phénoménal et c'est des millions d'euros qui sont investis là-dedans. Donc à Lyon, ce sera le stade dont j'ai oublié le nom là, mais qui tient aussi, je crois, 70 000 personnes. C'est un partenariat avec des grands médias et c'est France Télévisions qui va suivre la compétition. Ce sont des grands sponsors. Je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais vous avez peut-être entendu la pub EDF là, qui met en avant son partenariat auprès des WorldSkills. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau des WorldSkills et qui va nous servir de support à la fois pour récupérer des fonds et pour communiquer sur les métiers. Alors les WorldSkills, si vous ne savez pas, hein, c'est 65 métiers. Dans ces 65 métiers, il y a 15 métiers du bâtiment. Vous avez aussi les métiers de bouche, etc. etc. Il y a 17 métiers du bâtiment. 17 métiers du bâtiment. Oui, parce qu'il y a le BIM maintenant. Enfin, bref, ouais, j'en oublie. Excusez-moi. Pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc nous, on s'est mobilisé depuis 2019 maintenant. On s'est préparé à ça. On a lancé ce qu'on a appelé le club de la métallerie, qui est en fait un financement participatif où on demande aux entreprises et aux partenaires de la métallerie de financer cette cagnotte. Et avec cette cagnotte, on va lancer une action de communication qui va là débuter normalement en avril-mai et qui va avoir plusieurs aspects. Ce sera essentiellement via les réseaux sociaux, ce sera des vidéos, on va essayer de mettre des influenceurs. Donc tout ça, ça s'adresse aux jeunes, évidemment. Donc il faut essayer de toucher les jeunes. Et à travers ces vidéos, à travers ces supports, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est de donner l'image de la métallerie et ce qu'est la métallerie maintenant. Donc c'est pas uniquement produire du rêve, mais c'est quand même faire montrer ce qu'est la métallerie de maintenant, ce sont voilà des machines à commande numérique, c'est de la haute technologie, c'est des ouvrages variés et différenciés, enfin c'est tout ce qu'on vient de dire, et donc c'est expliquer aux jeunes ce à quoi ils peuvent prétendre en rentrant dans la filière métallerie. Donc une action de communication qui va débuter, qui va avoir comme support un site de promotion des métiers de la métallerie, qui va sortir normalement en avril, si ma mémoire est bonne, Aurélie. Donc en fait, à travers les actions de communication, on va renvoyer les jeunes vers ce site de promotion des métiers, où on va expliquer l'ensemble des métiers qui sont dans le domaine, dans le champ de la métallerie, l'ensemble des ouvrages qui sont réalisés, et aussi et surtout où se former. Donc, à travers ce site, il y aura un lien direct avec des informations que l'on a là sur les sections métallerie des CFA, avec un système de géolocalisation, etc., etc. Donc là, le processus que l'on lance, c'est vraiment grâce aux WorldSkills, on récolte des fonds. On a du coup aussi des ambassadeurs, puisque nos finalistes nationaux des WorldSkills vont participer à la dynamisation de nos actions de communication. Ça va être en fait nos ambassadeurs auprès des jeunes qui veulent rentrer dans la filière à travers des interviews, des vidéos, etc. Ils vont communiquer sur leur métier. Ces jeunes finalistes sont des passionnés, donc c'est vraiment ils ont un pouvoir d'attraction, j'allais dire, important auprès d'autres jeunes qui voudraient se lancer dans la filière. Donc, on va à la fois avoir des supports classiques, site internet, et surfer sur cette dynamique des WorldSkills pour communiquer largement, en sachant que nous, notre objectif, donc c'est à 3 ans, donc c'est 2024, donc on va monter en puissance au fur et à mesure du temps pour faire la promotion des métiers. Et donc, vraiment, on compte sur vous au niveau des CFA pour déjà vous informer sur tous ces réseaux sociaux, relayer nos actions de communication. Vous avez
accès à tous nos supports. Donc surtout, n'hésitez pas. On va évidemment, on communiquera largement sur la sortie de ce site, mais pour vous, c'est un outil de promotion important dans les différentes rencontres que vous pouvez avoir avec les jeunes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc tout ça va se monter en puissance dans les prochains mois, et j'espère que vous allez en entendre parler. Donc vraiment, notre objectif, c'est de ramener le maximum de jeunes dans la filière. Donc on se base sur les WorldSkills. Moi, je prends toujours le parallèle avec les. Oui, pardon, j'oubliais aussi, dans notre démarche de WorldSkills, c'est pas uniquement de communiquer, c'est aussi d'avoir des médailles. Parce que derrière, en fait, ce que l'on veut, c'est que, à l'image des équipes de France de hand ou de rugby ou que sais-je, de foot, quand elles sont championnes du monde, on voit que les inscriptions dans les clubs derrière, ça explose. Bah là, c'est pareil. On veut avoir des médailles, on veut parler du métier, on veut, alors ça peut un peu faire rêver les jeunes, mais c'est comme ça que ça marche, et finalement, c'est comme ça aussi qu'ils peuvent trouver leur voie. Donc, à travers cette compétition, c'est sûr que c'est l'excellence. On ne va pas dire aux jeunes, vous allez être excellents comme eux, mais pourquoi pas, ceci dit, c'est vraiment changer l'image du métier à travers ce que font ces jeunes. Donc, dans le financement participatif que l'on a lancé, il y a aussi 50% des fonds qui sont fléchés vers l'entraînement des finalistes pour sortir des médailles en 2022, là, la finale à Shanghai, mais surtout 2024 à Lyon. Donc, en fait, c'est de l'entraînement intensif. C'est plusieurs mois d'entraînement des jeunes qui finalistes. C'est du support, entraînement du coach sportif, du coach mental, etc. Donc, c'est vraiment rentrer dans la compétition. Voilà ce que l'on va lancer, et voilà ce à quoi vous pourrez utiliser. Tous les autres supports, les BD, les carnets, les métiers, etc., on peut vous en envoyer tant que vous voulez. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous en voulez. Je voudrais aussi vous parler du concours Métal Jeune. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le concours Métal Jeune. C'est un concours qui a maintenant 20 ans et que l'on souhaite aussi redynamiser après le Covid, là, qui nous a quand même fortement perturbés. Donc, l'objectif du concours, c'est qui s'adresse au CFA, c'est donc de fabriquer une œuvre sur un thème imposé. Ça se déroule sur 2 ans, c'est multidisciplinaire, hein, c'est pas uniquement la technique, c'est aussi, on demande aussi à ce qu'un dossier pédagogique soit fait avec souvent les profs de français, etc., puisque derrière le thème, l'idée c'est que les jeunes expliquent le processus créatif qu'ils ont eu pour arriver jusqu'à l'œuvre qu'ils ont créée. Donc, c'est pas uniquement la réalisation de l'œuvre, c'est aussi comment on est arrivé à créer cette œuvre, et tout ça expliqué dans le dossier pédagogique. Le thème du concours Métal Jeune, donc 2023, ce sont les révolutions spatiales. Donc, il va falloir réfléchir sur les révolutions spatiales. Vous recevrez je crois que c'est en mai, hein. Oui, Ouais, avril-mai. L'ensemble du règlement, l'ensemble des documents relatifs à ce concours. Et on vous enjoint aussi également de vous inscrire à ce concours. C'est du travail de groupe, c'est fédérateur, et c'est vraiment voilà, l'exemple type de ce qu'on dit depuis ce matin. La créativité qu'il y a dans la métallerie se reflète vraiment dans ces œuvres du concours Métal Jeune. Et à chaque fois, ça fait tilt quand on voit des jeunes qui voient ces œuvres. Voilà, c'est ce que dit, je sais plus qui, je crois que c'est un prof, hein, qui disait, voilà, il faut toucher, il faut voir la matière. Et voilà, un jeune qui hésite à venir dans la métallerie, il voit une œuvre comme ça, il est conquis. Donc, on a besoin qu'un maximum de CFA s'intègre dans ce processus de concours. C'est mobilisateur et c'est une image du métier extraordinaire à donner. Donc, et les lycées, je suppose, il n'y a pas que les CFA. Oui, pardon, j'ai dit CFA, Oui. mais lycée, évidemment, oui. Oui, Aurélie, corrige-moi. Hein, si oui, c'est ça. Oui, CFA, lycée. Et les œuvres, moi j'ai assisté à la remise des prix, c'était rue du Débarcadère, c'est ça? C'est ça. Et les œuvres restent exposées là-bas, c'est ça? Alors, les œuvres, alors effectivement, la remise des prix a lieu
lors de nos assises de la métallerie qu'on organise en juillet chaque année. Donc c'est un panel de dirigeants d'entreprises qui sont là et qui délivrent les prix aux écoles primées. Il y a des prix pour les écoles et pour les élèves, donc chacun repart avec un prix. Alors pour les écoles, j'ai plus en tête ce qu'on avait fait comme cadeau, mais souvent c'est du matériel. On a aussi nos partenaires qui souvent offrent du matériel. Je crois que Wurtz avait offert du matériel cette année. Voilà, donc il y a aussi des récompenses à la clé. Les œuvres sont exposées aux assises. Elles sont exposées une semaine au salon Metal Expo qui se déroule au mois de septembre-octobre, donc suivant le juillet, hein, donc toutes les années impaires. Donc là, elles sont vues par des centaines, des milliers de personnes, donc c'est vraiment extrêmement valorisant. Il y a un prix du public qui est donné à l'occasion de ce salon. Donc voilà, et puis derrière, elles sont mises également à l'honneur dans Metal Flash, dans toutes nos communications. Donc voilà, tout ça est évidemment mis à l'honneur. Il arrive même que certaines œuvres, du coup, concourent à des concours internationaux. Certaines œuvres sont allées au Japon pour un concours organisé par Amada. Donc il y a des œuvres du concours qui sont allées au Japon au concours international. Donc voilà, donc c'est vraiment la vitrine de la métallerie, ce concours. Et c'est aussi un moyen de montrer le savoir-faire des métalliers et ce qu'on peut faire en métallerie et de la créativité qu'il y a derrière la métallerie. Donc vraiment, je vous incite vivement à rentrer dans ce concours. Juste parce que j'ai dit que j'avais un impératif horaire, je vais devoir partir, mais vous avez offert quelque chose de beaucoup plus beau que du matériel autre. Moi, j'avais l'impression d'être au jury du Festival de Cannes. Hein. Donc, c'est vraiment l'émotion ressentie par toute l'équipe, professeurs et élèves, quand ils passent sur scène, c'est palpable, c'est vraiment un très très beau moment. Et moi, je peux encourager tout le monde à participer. En tout cas, merci Monsieur Lamy, parce que j'aurais dû faire la présentation sur la WorldSkills. Je ne vais pas le faire parce que vous l'avez très très bien fait. Non, mais c'est suffisant en soi. Et je rebondis juste parce qu'hier, effectivement, on était en groupe de travail pour le BTP WorldSkills avec Eve et Aurélie, la personne du coup parmi nous. Et on évoquait justement les concours. Et vous voyez, autant donc le concours Métal Jeune, on peut... moi, j'ai une petite idée, voilà, on est sur du collectif, donc du coup, c'est très bien aussi pour un jeune, pour démarrer sur les concours, de démarrer peut-être en collectif, et pour des un peu plus chevronnés ou parce qu'ils ont envie d'y aller et ils ont, voilà, ils aiment la compétition. Donc une compétition individuelle, les WorldSkills, les deux sont complémentaires ou possibles ou dans la continuité. Enfin voilà, et surtout effectivement, l'idée c'est bien ça, hein, c'est de valoriser ces jeunes, valoriser nos métiers. Et oui, alors là, on vous y invite, on vous invite à 100%, à 1000% de communiquer auprès de vos jeunes pour qu'ils candidatent à cette belle compétition. J'ai effectivement le carnet des métiers de la métallerie en numérique que je transmettrai donc aux établissements de formation. Et puis Magali Collet, votre collaboratrice, m'avait effectivement donc dit qu'on pouvait passer commande. Donc je vous ferai un petit mail aux uns et aux autres pour voir si vous voulez donc des exemplaires de la BD, voilà, de la BD sur la métallerie. Merci à tous. Voilà, on a tenu le timing à 1 minute près. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Lamy. Voilà, fort intéressante. Et puis pour ces échanges, parce que c'était effectivement bien l'objectif, et pour les chiffres, effectivement. Je vous propose de clôturer. Rendez-vous. Alors nous, on a un dernier rendez-vous parce que c'est un cycle de 7 rencontres qu'on restitue à l'occasion d'un colloque plénier le 13 avril prochain à la Cité des Cartes à Champs-sur-Marne, et qui sera aussi l'occasion de mettre en valeur un peu d'autres actions du campus des métiers et des qualifications, et notamment la remise d'un prix aussi lié au hackathon qu'on organise avec l'ensemble des établissements membres du campus et les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'y travailler, du CAP au niveau DUT, sont en train de travailler sur des thématiques liées au réemploi des matériaux et à la gestion des déchets. Alors, Monsieur Magne, vous vouliez prendre la parole, mais rapidement.
excusez-moi, je voulais juste reprendre le nom du nouveau président de la Fédé sur la Seine-et-Marne. Monsieur Rex, R-E-I-X. Ouais. Qui succède à Madame Boudarel, du coup? Tout à fait, oui, qui succède à Madame Boudarel. Oui, c'est exactement ça, Monsieur Magne. Je vous invite à venir sur notre établissement pour qu'on vous présente un petit peu ce qu'on fait et puis voilà, pour faire plus ample connaissance. C'est sympathique. Merci, Monsieur Magne. Olivier, je te passe le mot de la fin. Alors juste pour dire un immense merci à tous et voilà de nous avoir plongé dans cette belle filière avec ces enjeux, actualités et perspectives pour ces métiers. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Super pour le time. Au revoir.